Enver Hoxha, le numéro 1 albanais, vient de mourir à 76 ans, un homme aussi mystérieux que son pays. Après Saïda, l'armée israélienne se retire de la région de Nabatie, au sud-Liban. La guerre des manèges continue à Montpellier entre les forains et la municipalité. Paris aspire de plus en plus à devenir une grande place financière. En a-t-elle les moyens ? Mesdames, Messieurs, bonsoir. Les Girondins gardent le moral. Oh, bien sûr, les footballeurs de Bordeaux savent bien qu'ils auront du mal dans 15 jours à compenser sur leur terrain la défaite que la Juventus leur a infligée hier soir. Et ils savent bien que, sans doute, en finale, c'est Liverpool que les Italiens rencontreront. Mais à Bordeaux, on n'a pas perdu l'espoir. Et ce matin, en rentrant chez eux, les joueurs étaient fatigués, bien sûr, mais pas vaincus. Michel Drey. Les yeux battus, la mine triste et les joues blêmes pour des Bordelais platinisés du côté de Turin. Une cinquantaine de supporters les ont accueillis à Bordeaux-Mérignac. Eux, les fidèles, y croient encore. 3 buts, ça se remonte. Mais dans cette Coupe d'Europe des clubs champions, après le match aller, Juventus et Liverpool sont les mieux placés pour disputer la finale. Revoyons le scénario des 2 matchs d'hier soir. Au Stadio Comunale, on joue depuis 28 minutes. Platini lève la tête, il a vu Boniek. 1-0. À Liverpool, ce n'est qu'à la 38e minute de jeu que Wark trompe le gardien de Panathinaikos et fait vibrer la foule. 1-0, même score au repos pour les 2 favoris. Mais Liverpool enchaîne. Jan Rush marque 2 buts en 2 minutes. Une tête et une volée qui font mouche. Déjà 3-0 après 49 minutes de jeu pour les Reds. À Turin, Platini trouve l'idée intéressante. 2 buts en 2 minutes, c'est dans ses cordes. Une passe pour Briaski, faute sur Or, mais l'arbitre ne dit rien. Boniek Salom sur le flanc gauche, la défense bordelaise bat de l'aile, Platinissimo, Platini c'est beau, 3-0. À Liverpool, l'arrière Beglin en rajoute un 4e. Les Anglais ont l'habitude de tirer et de marquer les premiers. Liverpool-Juventus en finale, c'est probable, à Bordeaux, de prouver le contraire. Enver Hoxha, le nom de ce chef d'État qui vient de mourir, vous était peut-être inconnu jusqu'à aujourd'hui. Il faut dire que cet homme, qui avait 76 ans, dirigeait depuis 40 ans l'un des pays les plus mystérieux du monde et les plus fermés, l'Albanie. Un pays qui, depuis la guerre, a totalement clos ses frontières, un pays au régime communiste mais qui ne fait pas partie du bloc de l'Est puisqu'il a rompu les ponts très tôt avec Moscou et aussi plus récemment avec la Chine, un pays en dehors du temps, disent les rares occidentaux qui l'ont visité. Gérard Pinson. Enver Hoxha, le camarade Enver, chef bien-aimé et glorieux de la République populaire socialiste d'Albanie, pour reprendre les expressions officielles de Tirana, aura conduit durant 40 ans son pays sur la voie d'un farouche isolement dogmatique. Peuple en armes, l'Albanie est restée fidèle au petit père des peuples, à ce Staline que tous les autres ont abandonné, tous sauf lui, Enver Hoxha, et derrière lui 3 millions d'Albanais embarqués dans l'incroyable aventure du marxisme-léninisme intégral. Indépendante en 1912, l'Albanie est devenue communiste et réellement souveraine dans les maquis de 1941. Enver Hoxha, formé à l'école du PC français, est sorti vainqueur de la guerre contre l'occupant. Son noyau s'est imposé aux autres combattants de la résistance. En 1944, l'avenir appartenait aux partisans d'Enver Hoxha, pour les autres l'exil. Sous l'aile de Staline, après avoir écarté les prétentions de Tito, l'Albanie nouvelle se développera d'abord aux côtés de l'URSS, jusqu'au clash des années 60 avec Nikita Khrouchtchev, accusé de révisionnisme déjà. Aussitôt consommée la rupture avec Moscou, la petite Albanie se jettera dans les bras de la Chine. Mais là encore, les embrassades ne résisteront pas à l'intransigeance dogmatique d'Enver Hoxha. En 1978, ce sera la rupture avec Pékin. Depuis, Enver Hoxha a fait comprendre à son peuple qu'il ne devait jamais compter que sur lui-même. L'Albanie a besoin d'enfants, la contraception y est fortement déconseillée. Dans ce pays où tous les cultes sont interdits depuis bientôt 20 ans, l'identité albanaise est élevée au rang de religion. Les Albanais sont installés dans le mythe de la citadelle assiégée. Au niveau strictement matériel, l'Albanie est sortie à grands pas du Moyen-Âge. Entre les 2 guerres, sous la domination italienne, l'espérance de vie n'atteignait pas 40 ans et il n'existait pas un seul kilomètre de voie ferrée. Aujourd'hui, par exemple, l'électricité est fournie à tous les Albanais, tandis que des échanges strictement commerciaux s'instaurent avec une centaine de pays. Ce bilan très matérialiste est mis en avant par les dirigeants de Tirana.
Pour le dogme marxiste-léniniste, il suffit de se reporter aux 40 tomes des mémoires d'Enver Hoxha. Mais ce soir, après sa mort, lorsque l'on s'inquiète de l'exceptionnelle ampleur du culte de la personnalité dont bénéficiait le camarade Enver, les Albanais vous répondent qu'il ne faut pas vous inquiéter pour l'Albanie. Ramiz Alia, président de l'Assemblée populaire, avait été choisi comme successeur. Il prolongera l'action d'Enver Hoxha. L'avenir nous dira si l'Albanie survivra telle qu'elle à celui qui la fit aussi incroyable qu'elle est aujourd'hui. Les obsèques d'Enver Hoxha seront célébrées lundi à Tirana. Aucune délégation étrangère n'y assistera. Un deuil national de 8 jours a été décrété. Je vous disais que bien peu d'Occidentaux connaissent ce pays. Les Français qui y sont allés ne sont guère plus d'une centaine. Et parmi eux, un grand cardiologue français, le professeur Miliez. Il préside du reste l'association des amitiés franco-albanaises. Et il a soigné Enver Hoxha depuis une vingtaine d'années. Il est allé le voir pour la dernière fois au mois de décembre et il explique maintenant à Gérard Pinson ce qu'il sait de cet homme aussi étrange que le pays qu'il dirigeait. Comment Enver Hoxha vous avait-il choisi comme médecin? Parce que j'étais pas un déviationniste et je risquais pas de l'être, j'étais chrétien. Vous voulez dire que vous n'étiez pas un médecin communiste? Oui, ce qu'ils appelaient déviationniste, c'était communiste. Or, comme ils étaient brouillés avec les Russes, comme ils n'avaient pas confiance dans la médecine chinoise, ils sont adressés au peuple qu'ils connaissaient le mieux, le nôtre. Vous avez, monsieur, soigné beaucoup de chefs d'État, mais en ce qui concerne Enver Hoxha, on vous l'a souvent reproché, et même très violemment. Oui, monsieur. On m'a adressé des reproches en me disant qu'on ne comprenait pas que je soigne un homme comme lui. J'ai répondu que s'il fallait que je soigne des gens qui pensent comme moi, je soignerais personne. Et vous êtes allé jusqu'à prendre la présidence des amitiés franco-albanaises et donc vous exposer aux critiques. Oui, bien sûr, mais ça m'est égal, les critiques. Vous savez, j'ai l'habitude, hein. Aux téléspectateurs français qui pensent qu'Enver Hoxha était un tyran sanguinaire, vous ne dites pas forcément qu'ils ont tort. Il a su imposer sa pensée. On dit qu'il l'a fait vraiment très brutalement. Il l'a sûrement fait avec violence, c'est sûr. Vous avez parlé de cela avec lui? Il m'est arrivé de parler de cela avec lui, mais il m'expliquait ses raisons. Il me disait, si je veux sortir ce pays de la situation dramatique dans laquelle il est, il faut absolument que pendant quelques années, il soit tenu, mais qu'il participe. Il exigeait en permanence l'accord du parti. Alors, le parti, je ne sais pas ce que ça veut dire, moi. Je ne sais pas si le parti représente l'ensemble du pays. Je pense qu'il représentait la majorité du pays. Président des amitiés franco-albanaises, monsieur Miliez, vous souhaitez sans doute que l'Albanie finisse par ouvrir un peu mieux ses frontières, et peut-être que l'occasion est venue aujourd'hui de les ouvrir, ces frontières. Oui, je pense qu'elles s'ouvriront. Mais je pense que les Albanais ont eu raison de les laisser fermer un certain temps. C'était la seule façon pour eux d'arriver à se développer sans être contaminés. Vous voulez dire qu'Hoxha a donné la liberté à son pays? Il a donné la liberté à son pays, mais pas à ses hommes. Cela reste à faire. Ils le feront. Nous avons tous connu cette période. Ils sont simplement en retard sur nous, c'est tout. Au Soudan, première apparition publique du général Sévar Dahab, le chef de la junte militaire qui a ravi le pouvoir au maréchal Nemeiri. Il a présenté son gouvernement et il a prêté serment aujourd'hui. Un gouvernement entièrement formé de militaires, mais il a promis que des civils y seraient associés dès les prochaines semaines. Le général Dahab dit aussi qu'il a pris contact avec les chefs de file de la rébellion qui déchire le sud du Soudan et qu'il entend négocier avec eux. Et puis l'aéroport de Khartoum, qui est toujours fermé, a tout de même laissé atterrir aujourd'hui l'avion spécial qui ramenait au Soudan l'ambassadeur des États-Unis. Au sud-Liban, les Israéliens ont commencé aujourd'hui la deuxième étape de leur retrait en évacuant le secteur central de Nabatieh. On craint que cela ne donne lieu à des accrochages comme ceux qui ne cessent de se produire dans la région de Saïda, d'où l'armée israélienne est partie il y a 55 jours. La situation dans cette région provoque du reste une crise politique à Beyrouth. Les ministres musulmans boycottent les réunions du gouvernement pour protester contre le retard dans l'acheminement des renforts de l'armée libanaise à Saïda. Joël Hazard. Depuis 2 semaines, le camp de réfugiés palestiniens d'Ain El-Oué dans la banlieue de Saïda est sous le feu des milices chrétiennes, les forces libanaises. Les habitants d'Ain El-Oué ont fui par milliers vers le centre-ville ou vers le nord. Convaincus qu'on veut les chasser de la région, les Palestiniens sont sur la défensive et répliquent aux tirs d'en face avec leur seul Kalachnikov. Dans Saïda, les combats s'étendent chaque jour, davantage.
Les milices musulmanes libanaises, les Nassériens et la gauche libanaise se sont unis aux Palestiniens pour lutter contre les forces libanaises. Depuis leur position sur les collines qui surplombent la ville, les milices chrétiennes maintiennent leur pression sur Saïda. Tirs de barrage sur les combattants musulmans qui montent à Miyé, l'autre camp palestinien déserté par les réfugiés et où les combats sont féroces. L'armée libanaise assiste impuissante aux affrontements. Ses renforts n'arrivent pas. Et depuis 2 semaines, Saïda compte ses morts et ses blessés, palestiniens pour la plupart. Joël Hazard était à Saïda il y a quelques jours avec une équipe de Soir 3 composée de Robert Roussel et d'Henri Arsens. Et tous les trois, ils ont vécu des épisodes qu'ils n'oublieront pas de sitôt et qui témoignent bien de la dégradation du climat dans cette région. Par chance, ils ont pu filmer tout ce qu'ils ont vécu et cela nous vaut ce document que vous allez voir tourné il y a 4 jours. Nous sommes à mi-chemin entre les 2 camps palestiniens d'Ain Eloué et Miyé. Nous venons de nous arrêter pour filmer. Nous sommes accompagnés de 2 Palestiniens du camp d'Ain Eloué qui doivent nous guider jusqu'au camp de Miyé, perché plus haut sur la colline. Piqué, avance. Restez allongés, enfin. Amala. Allez. Ben oui. Ne dis pas des choses comme ça. Pour atteindre Miyé, il faut passer à pied sous le feu des milices chrétiennes qui viennent de nous prendre pour cible. Nous devons parcourir une partie du chemin à découvert. Ne prends pas des... Merde. C'est prêt. Ouais, c'est prêt. شايفونا طلع صراحة صعبة. On va dormir là. On va dormir là. خبى السيارة. يلا بدنا نمشي. يلا صحتين. عمالك. Allez. Allez, go. Tu es prêt? Qu'est-ce qui tire là? En face? Je sais pas. Bon, les petits gars, il va falloir y aller. Prends ton sac. Hein? Voilà, on y va. Ça tire vachement près d'ici. Moi j'ai eu froid. C'est normal. Moi aussi. Tout le monde a des fois. On va pas pouvoir. Allez, on y va. Je sais pas, tu comprends? Je sais pas. Là, il faut y aller. Reste-toi. Parce que là on est tout seul, hein? Ils ne voient pas trop avec la caméra parce qu'ils vont prendre ça pour un... Oui, pour non. machin. Il faut y aller, hein. Allez, on y va? Allez, c'est ça. Allez, go. Attends, non, Robert, attends. Je voudrais qu'il y en ait un qui revienne. Mais il peut pas revenir. Alors, Robert Roussel, c'est vous qui filmez ces images. On a vu le bout de vos chaussures d'ailleurs tout à l'heure. Je voudrais savoir ce qu'on pense dans ce moment-là. À quoi vous pensiez à ce moment-là précis? D'abord, je pense, j'ai peur comme tout le monde. Alors, je suis tenté, j'ai envie aussi de me cacher. Puis je me dis, non, il faut filmer cette séquence parce que c'est pas possible.
de toute façon, si je meurs, ça ne changera rien. Alors, j'ai filmé, j'ai décidé de filmer jusqu'au bout. Ensuite, la caméra est une très bonne protection parce que psychologiquement, ça me permet de me déconnecter de ce qui se passe. Ah oui, vous pensez à votre cadrage, à votre image, et ça vous empêche, ça vous fait oublier la peur? Ça fait oublier la peur. Je crois que c'est ce qui me sauve par rapport à mes amis qui sont autour de moi et qui ont un peu plus peur que moi, parce que eux, ils vivent la réalité en contact direct. Moi, je suis derrière le cadre. C'est bien connu, les caméramens se cachent derrière leur caméra et ne voient pas. C'est un risque aussi, la caméra. On prend quelquefois la caméra pour une arme? Je crois que oui, c'est ce qui risque de se produire pour des gens qui sont très éloignés. Les tireurs, par exemple, ont peut-être pris cette caméra pour un RPG, qui est une sorte de bazooka. Et c'est ce qui a peut-être donné lieu à ce déclenchement. Vous êtes quand même prêt à repartir là-bas? Bien sûr, oui. Moi, c'est mon métier. J'adore mon métier. Merci. Un métier, on le savait déjà, mais on le voit une nouvelle fois, qui n'est pas sans risque. En Nouvelle-Calédonie, les enseignants et les fonctionnaires sont en grève pour 4 jours. Ils ont manifesté aujourd'hui à Nouméa pour protester contre l'assassinat de la jeune enseignante tuée lundi à coups de pierre dans sa voiture. Ils demandent aussi que les écoles kanak ouvertes par les indépendantistes soient déclarées illégales. À Montpellier, le maire s'est engagé depuis la fin de la semaine dernière dans une guerre de tranchées avec des forains. Il ne voulait plus qu'ils installent leur fête au milieu de la ville, mais eux, ils n'ont pas voulu s'exiler dans les faubourgs. Alors ils se sont installés au même endroit que les années précédentes, et le maire les a fait encercler par ses équipes municipales. Et puis, aujourd'hui, la situation se complique encore, car voilà que les forains eux-mêmes ne sont plus d'accord entre eux. Henri Fabre. On n'avait jamais vu ça, une fête encerclée. C'est pourtant ce que connaît depuis le 3 avril dernier la fête de Montpellier. Ce cordon d'autobus, de scrapers, bennes et autres engins municipaux, c'est la réponse de la mairie après l'occupation sauvage du centre-ville par une 50aine de forains qui refusaient les terrains proposés à la périphérie. Résultat, on n'a jamais connu ici foires aussi tristes, espaces aussi déserts et bien entendu, recettes aussi maigres. Les forains espèrent rapidement fraîchir Georges Frêche, qu'ils baptisent l'empereur maire de la ville, mais le connaissant, ils se font peu d'illusions. La décision d'installer la foire au stade Richter, où tous les travaux ont été faits par la ville et qui est prêt à les accueillir. Cette décision a été prise il y a plus de 2 ans. Elle a été négociée avec les représentants des forains, qui étaient encore d'accord jusqu'à fin janvier, qui ont signé les documents. Par conséquent, Richter est prêt, c'est le lieu d'animation de la ville, c'est là qu'iront les cirques. Nous avons aménagé un stade de 45 000 places pour faire du rock, du jazz. C'est magnifiquement situé sur la route de Carnon. C'est là qu'aura lieu la foire. L'emplacement Richter, c'est ici. C'est-à-dire, explique la municipalité, à seulement 1,3 km du centre, soit moins que les 2 km qui séparent la foire de Toulouse de la place du Capitole. Beaucoup trop loin, rétorquent les forains. Pas tous, il est vrai. Près de la moitié d'entre eux accepteraient un arrangement provisoire avec le maire. Mais la majorité, les jeunes forains surtout, contestent leur syndicat et ils lancent cet avertissement à toutes les grandes villes de France. En nous éloignant des centres, vous ne mettez pas seulement en danger l'avenir de nos 5000 familles, c'est la fête elle-même que vous menacez. La bourse de Paris est de plus en plus souriante. Les valeurs continuent de grimper. Quant au dollar, en revanche, lui, il continue sa chute. Henri Loret. Oui, aujourd'hui, pas d'hésitation. Le dollar baisse vraiment. Il a perdu 13 centimes à Paris et à New York ce soir. Il vaut 9,35 francs et 3 marques 0,550 après l'annonce des très mauvais chiffres pour les ventes de détail en mars. À Paris, en tout cas, la chute du billet vert n'impressionne, mais alors pas du tout la bourse. La course au record quotidien continue, dans une ambiance euphorique. À la Corbeille, au moins, c'est le grand beau temps. Fermeté également à New York, malgré une hésitation de début de séance. Wall Street a préféré s'en remettre à la baisse des taux d'intérêt. Et en milieu de séance, le Dow Jones avait gagné 8 points. Henri Loret, ça se passe très bien pour Paris, parce que les valeurs ne cessent de grimper depuis le début de l'année, 20% de plus à l'indice. Pratiquement. Et puis alors on a l'impression que la France a envie de faire de Paris une grande place financière. Oui, écoutez, il y a eu un certain nombre d'initiatives qui ont été prises ces derniers temps, la création de certificats de dépôt, le projet de marché à terme, les options négociables sur titre, tout ça vise à la fois à rendre le marché plus accessible et plus concurrentiel. Alors,
l'idée, effectivement, c'est de faire de Paris un marché financier important, peut-être pas comme la City de Londres, qui, elle, est un grand marché financier, comme New York, bien entendu, mais on a l'impression que ces mesures vont dans le bon sens. En tout cas, j'ai demandé son avis aujourd'hui à un grand responsable banquier français qui travaille dans une banque britannique. Paris est une place financière internationale. C'est la 3e place financière dans le monde. 145 banques étrangères sont installées à Paris et développent leurs activités. Or, nous avons tous les atouts pour continuer à réussir dans la concurrence internationale. Nous avons les hommes, nous avons des équipes hors pair dans les banques, dans les agents de change et dans les assurances. Nous avons les équipements, notre informatique est de pointe. Nous avons les produits nouveaux, par exemple la carte à mémoire. Nous avons les réseaux internationaux, le 3e réseau mondial. Alors avec tous ces atouts et une volonté politique qui dure depuis plus de 30 ans, nous pouvons continuer à garder notre place, voire même un jour peut-être concurrencer la place de Londres. Donc il faut continuer, il faut investir dans cette industrie et si nous investissons, nous pourrons faire ce que fait l'Angleterre, c'est-à-dire couvrir à 80% nos besoins en devises. Le temps demain, cela ira beaucoup mieux, au moins le matin, puisqu'on prévoit de belles éclaircies pratiquement sur tout le pays, mais l'après-midi, la pluie va revenir, elle arrivera d'abord sur la Bretagne et s'étendra ensuite jusqu'au Massif central et aux Ardennes. Et puis, il fera toujours beau sur la Côte d'Azur, et là, en revanche, on aimerait bien voir venir un peu de pluie, car les premiers incendies de forêt de l'année viennent d'éclater. Ils viennent d'apparaître entre Cannes et Vallauris. Plusieurs maisons sont même menacées par ces incendies de pinèdes et 3 avions canadaires ont été utilisés aujourd'hui pour la lutte contre les flammes. L'incendie n'est toujours pas stoppé. Il est poussé par un vent très fort qui inquiète les sauveteurs. Il y avait un quartet cet après-midi à Auteuil. Il fallait jouer 12, 6, 17 et 13. Les rapports dans l'ordre 485 748 francs et dans un ordre différent 20 539 pour 5 francs. Demain soir, nous avons rendez-vous à 22h20 pour une nouvelle édition de Soir 3. Mais pour une fois, je ne vous quitte pas tout de suite, car nous allons vous retrouver tout de suite après le générique pour vous présenter des reportages des stations régionales de FR3 qui viennent d'être primées. Avant cela, je vous rappelle tout de même les principales nouvelles de la journée. L'Albanie n'ouvrira pas ses portes pour les obsèques de son président Enver Hoxha, mort aujourd'hui après 40 ans de pouvoir. Deuxième étape du retrait israélien du sud Liban et les accrochages continuent dans les régions qu'ils abandonnent. Paris intéresse de plus en plus les financiers internationaux et les valeurs ne cessent de grimper à la bourse. Voilà, alors ça n'arrive pas tous les jours que nous nous retrouvions après le générique. Ce soir, c'est un peu particulier. C'est encore pour vous présenter des reportages, mais pas des reportages de l'actualité du jour. Non, des reportages qui ont été faits l'année dernière, en 84, et qui viennent d'être sélectionnés, primés, dans un concours qu'avait voulu l'an dernier le président d'FR3, André Holot. Il y a en effet beaucoup de reportages qui sont diffusés chaque jour dans les 25 journaux régionaux. Et parmi ces reportages, eh bien, il était bon, sans doute, d'en faire connaître certains à bien d'autres téléspectateurs que ceux de leur région d'origine. Alors, ce concours a été fait, Philippe Couder, à partir de... On a sélectionné d'abord une trentaine de ces reportages. Une trentaine de ces reportages sur les 25 000 qui sont réalisés dans les stations régionales, 25 000 par an. Et alors, on a réuni un jury, on a choisi. On a choisi, jury présidé par Michel Cotta, la présidente de la Haute Autorité, par des confrères journalistes et des directeurs de journaux, de quotidiens de la presse écrite régionale, tels messieurs Estrangin et Dejean, représentant respectivement Ouest-France et la Montagne, et puis aussi des confrères de la presse spécialisée, comme Télé 7 jours et Télépoche. Bien, et alors, donc, on a choisi 3 de ces reportages. Le premier, qui a le Grand Prix. Et cet après-midi, on a remis les médailles, comme on dit. Le premier prix a été attribué à nos confrères du Mans pour un reportage sur une conception in vitro. Ma foi, ce sont des procédés qui sont parfois assez
contesté actuellement. En tout cas, la technique est au point, puisque là, on va assister à la naissance de jumeaux. Je vous propose donc d'assister à cette naissance d'Alexandre et d'Adeline, et vous allez voir que, qu'on suit in vitro ou pas, ma foi, l'arrivée au monde est toujours très émouvante. Reportage d'FR3 Le Mans. Elle pleure. Oh mon Dieu. Sautez pas dans le champ. Voilà. Oh, chérie. Bon, tiens là. Oh, elle est mignonne. Oh, ouais. C'était bien chippie. Oui. Voilà. Oh, ma chérie. Oh. Ce sont de faux jumeaux. Ce sont de faux jumeaux. Il y avait deux œufs différents. Nous avons réimplanté dans l'utérus de cette dame deux ovules et nous avons eu la chance que les deux poussent. Ce sont deux faux jumeaux. En fait, ils se ressemblent comme deux frères et sœurs, mais ils ne sont pas identiques comme des vrais jumeaux. Oh, ils sont mignons. Alors, comment s'appelle-t-il Alexandre 2,7 kg et Adeline 2,5 kg se portent bien. Le papa, lui, est ému. Quoi de plus normal quand on sait que ce traitement était pour sa femme et pour lui-même celui de la dernière chance. Actuellement, le taux de réussite de ce type de traitement est de 10%, mais on prévoit d'atteindre les 30% dans les mois à venir, ce qui représenterait le taux de fécondité naturelle. Un bel espoir pour toutes les mamans stériles. Voilà le reportage d'FR3 Le Mans. Alors il faut dire qu'on n'a pas du tout classé par catégorie de reportage ou par style, tout est mélangé. Tout est mélangé, là c'est vraiment la décision du jury dans sa grande compétence. Alors les seconds, on nous emmenait du côté de Castelnaudary, dont la spécialité est éminemment connue, Jean-Jacques. Oui, c'est pas la choucroute, c'est le cassoulet. C'est le cassoulet, mais c'était aussi à certains moments les jeans, la confection de jeans. Alors vous le savez, le jean a pris un sérieux coup derrière les oreilles depuis quelque temps. Le jean n'est plus tout à fait à la mode et cette conception un petit peu 68arde de se vêtir, ma foi, n'est plus du tout de mise, à tel point que les confectionneurs de la région de Castelnaudary ont dû recourir à beaucoup d'astuces publicitaires. Ma foi, ça n'a pas marché tout à fait comme ils le souhaitaient. Et à Castelnaudary comme ailleurs, le chic a changé de look. Alors, le reportage d'FR3 Toulouse. Hi, we're your weather girl. And have we got news for you? Oui, le jean se vend moins. Le mythe de l'Amérique se déchire. Une quinzaine d'usines ont fermé aux États-Unis. Le marché s'est rétréci de 20% en 2 ans. La France n'est pas épargnée. Chute des ventes de 6 à 8% cette année. Nos idoles n'en portent plus. C17, le premier français, 12 000 pantalons par jour, faisait il y a 5 ans 90% de son chiffre d'affaires avec le blue jean. Aujourd'hui, 30% seulement. Il ne résiste pas au phénomène de société, il s'y plie. Il est certain que de vivre avec son temps permet de mieux le comprendre et donc de proposer des produits plus conformes. Donc vous n'êtes pas un chef d'entreprise ringard. On essaye de ne pas l'être. Se battre encore, se reconvertir, vendre plus, créer un style. Le jeans n'est pas mort, mais n'a plus d'image. La pub délire pour lui en retrouver une, mais sans rien bouleverser, toujours les mêmes archétypes. C17, le jean de la route. Imagerie traditionnelle de la deuxième pose du naturel ou de l'aventure, une libido débridée a du mal à survivre. La publicité ne fait pas la mode. On ne se rue plus sur le jean. Ils ne vendent pas le jean, bon, ils regardent la mode actuellement, puis je pense que le jean, là, il est délaissé, c'est tout. Alors s'il n'y a pas un virement dans la mode, il y a une baisse de la vente.
L'histoire, sous toutes ses coutures, retiendra la réticence vis-à-vis du jean comme la fin d'un consensus social autour d'un pantalon, phénomène unique dans la longue saga des comportements vestimentaires. Mais encore, la lente agonie d'un signe extérieur de contestation qui aura duré 15 ans sans avoir trouvé de successeur, si ce n'est l'imagination. Voilà, le jean de Castelnaudary, qui était donc le deuxième reportage primé. Voilà, réalisé par une des 150 à 160 équipes de Fer3 qui chaque jour sillonnent la France et les régions françaises, bien sûr. On va rester dans le Midi, là, et parler de rugby. Saint-Michel, priez pour nous, c'était le titre d'un sujet qui a été sélectionné donc, et qui est le troisième dans ce concours. Saint-Michel, c'est en fait le numéro 5 de l'équipe de Narbonne. C'est un rugbyman qui a la réputation de ne pas faire particulièrement dans la dentelle et souvent dans la tribune. On va même jusqu'à le traiter d'assassin. Oui, ni plus ni moins. Un extrait du portrait de Michel Ross, c'est le troisième prix donc. Michel Ross, réaliste, qui allait à confesse sous les caméras de nos confrères de Montpellier. Voyons ça. Lui, la haute couture, il la laisse aux autres. Il serait plutôt spécialiste de déminage. Le malheur veut que quand ça explose, il soit toujours au milieu. Cible des arbitres et des brutes adverses, il ne donne jamais sa part, surtout quand il s'agit de la rendre. Une réputation vite établie, des suspensions comme des médailles de guerre, le voici martyr d'Ovalie et probablement promis à la béatification par les supporters septimaniens. Après tout, Saint-Michel n'était-il pas le guerrier exterminateur des hérétiques? Alors qui est-il, Michel Ross? Ange ou démon? Je me suis fait sortir des terrains pour des trucs insignifiants. C'est les arbitres qui parlaient entre eux, tout ça. J'étais devenu la bête noire. Et même pour rien, des fois, des coups que j'étais même pas dedans. J'ai eu des... beaucoup, en plus, qui me connaissaient même pas mon visage. Ils connaissent que mon nom, quoi. Et comment vous vient l'envie de punir un joueur? Pourquoi vous le punissez? Bon, c'est pas une punition, hein. C'est souvent c'est sur le moment. Hein. C'est l'instinct? C'est quoi? L'instinct, non, c'est l'agressivité, quoi. Sur un terrain de rugby, tout le monde est agressif, plus ou moins. Cette agressivité, est-ce que vous l'avez aussi dans la vie? Dans la vie, je peux pas, non. Monsieur l'abbé, Michel Ross ferait un drôle de scène quand même, non? Nous sommes tous appelés à la sainteté, pourquoi pas lui? D'ailleurs, j'aime bien quand il joue, parce qu'il se donne totalement à la sainteté, c'est d'accepter d'aller jusqu'au bout. Voilà, Saint-Michel, priez pour nous, le troisième prix donc de ce grand concours organisé par FR3 autour des reportages réalisés par ces stations régionales au cours de l'année dernière. Et bien sûr, tout cela nous invite à vous donner rendez-vous dès demain à 19h15 pour votre journal régional dans lequel vous verrez d'autres reportages et tous les jours de la semaine. Quant à nous, je rappelle que pour Soir 3, nous avons rendez-vous demain à 22h20. Excellente fin de soirée donc sur la 3 et à demain.